On ne savait pas me donner un réveil ou un jeu mécanique sans que je démonte ce machin depuis que je suis tout petit, quoi. Donc j'ai voulu démonter les humains aussi. La technique, c'est soudure à l'arc traditionnelle. Pour chauffer et plier, chalumeau, oxygène, acétylène. J'ai une découpeuse à main. Le docteur Jack travaillait à la CAP de Scarbeck, à l'hôpital qui est devenu Paul Brien après, etc. Et tout. Et je soignais surtout des immigrés de toute espèce. Je fréquentais aussi un bistrot anarchiste espagnol avec des types qui m'ont appris à souder. C'était des soudeurs professionnels. Et donc je faisais des consultations pour les sans-papiers. Ceux qui avaient une mutuelle, je leur faisais payer le prix mutuel. Ceux qui étaient sans-papiers ne payaient rien. Et donc j'ai tenu une permanence avec un copain turc, Hüseyin Çelik, qui a publié un livre. Et j'ai fait la même chose. Mais là, ils étaient beaucoup plus clandestins que les autres, évidemment, vu que c'était la dernière génération. Et donc, j'ai travaillé pour eux, pratiquement pour rien. Bon, en turc, Jacques, ça ne se prononce pas. C'est Jacques ou donc on m'a appelé le docteur Jack. J'ai été condamné par l'ordre des médecins pour médecine foraine parce que je faisais de la médecine dans des bistrots ou dans des locaux d'immigrés, etc. Bon, l'ordre des médecins m'a traité de père Damien du certificat médical, mais ils m'ont mis une admonestation. Mais l'ordre des médecins national a fait appel et là j'ai été condamné à 1 mois de suspension. L'hôpital pour qui je travaillais et mes patrons étaient des libéraux. Ils savaient très bien que j'étais anarchiste et ils m'ont dit, ben écoute, tu as 1 mois de suspension, tu prends 1 mois de congé, puis tu reviens ici, quoi. Bon, donc totalement correct. Après, j'ai été dénoncé par les flics, et on m'a condamné pour faux certificats, faux usage de faux et escroquerie, etc. Enfin, un truc complètement bidon, quoi. Il y avait quelqu'un qui voulait casser le système que j'avais mis en place. Et cette sculpture a donc été faite en 71 ou 72. Et avant mon départ en Afrique, parce que je suis parti en Afrique pour la première fois en 80.
êtes allé au Rwanda d'abord. Mon épouse et moi, on avait des amis hollandais. Le père était capitaine de navire au long cours et était membre d'une église presbytérienne qui aidait un hôpital au Rwanda. Le médecin avait disparu, donc il cherchait un médecin. Et donc ce capitaine de vaisseau m'a contacté, on était très proches. Il m'a dit, si ça t'intéresse, il y a une place de médecin en pleine brousse au Rwanda. Bon, moi je connaissais déjà le pays et donc je me suis très vite adapté aux conditions de travail absolument rudimentaires, bien entendu, bien que ce soit la capitale. On avait un service de soins intensifs, c'est-à-dire qu'il y avait 4 lits là-dedans, 2 infirmières et une bonbonne d'oxygène. Ça, c'était soins intensifs. Quoi. Et puis bon, il y a ce chirurgien dont tout le monde parle en Kigali. C'est un chirurgien qui a une grande réputation parce que il recoule et il rattrape les gens qui sont déjà partis pratiquement. Les gens qui ne donnent pas beaucoup de chance de survie ou des gens qui vont perdre des membres, etc. Et puis finalement, un bras, un doigt, un pied est recousu et rattrapé et la personne garde sa mobilité. Et donc, au fur et à mesure des années, cette réputation grandit. Il y a des gens qui ne veulent se faire opérer que par lui. Ça, c'est ce qu'on appelle le muganga, le docteur. Ça, c'est Jacques. Moi, je l'ai rencontré un peu par hasard. Si mes souvenirs sont bons, c'est à travers des amis communs. J'avais un ami qui s'appelait Jean Moulin. Moi, j'habitais donc sur Rwanda, capitale Kigali, et dans ce quartier-là, il y a un quartier qu'on appelle le Kiyovu, qui est juste un peu en bas du plateau, en dessous du fameux hôtel des 1000 collines, à 800 mètres de là. Et donc moi, j'habite un peu en contrebas de cet hôtel-là, et Jean Moulin habite dans ma rue. Et lui, on devient pote, et il m'a introduit dans son milieu d'amis, et je tombe sur Jacques Ponsat, que je connaissais d'ouï dire par rapport à cette légende qui l'entourait. Quoi. Alors oui, il faut le dire, ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu prévenir, qui n'a pas pu empêcher, qui n'a pas pu stopper ce crime contre l'humanité. Je veux vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, toute l'admiration du peuple belge pour le courage, pour la résilience, pour l'empathie, pour la force inaltérable du peuple rwandais. Le désert laisse place à une affluence de cauchemars, une affluence de cadavres, hommes, femmes, enfants. Ils sont couchés sur la place autour de l'église, dans l'église, immobilisés dans un effroi absolu ou dans la fuite, les jambes surprises dans le mouvement, le corps inerte et le regard fixe. Du sang séché leur colle aux tempes, les crânes sont fracassés, les membres arrachés. Ce génocide, on le sentait venir depuis au moins 1 an, parce qu'il y avait des milices privées qu'on appelait les Interamwe, qui ont probablement, c'est la rumeur qui courait, ont été entraînés par l'armée française, qui terrorisait les gens et qui massacrait les gens. Il y avait des barrages partout. Selon la carte d'identité, Hutu ou Tutsi, on était coupé en morceaux ou pas. Lui, il a vu, je pense qu'il a vu graduellement comment subrepticement tout cela s'est mis en place. Et donc, je suppose que quand je suis parti, lui, il a dû voir ces gens qui venaient se faire soigner, qui avaient des blessures, qui ne laissaient aucun doute sur l'origine et la violence qui avait été infligée sur les gens. Et Jacques a fait partie un peu de ces gens qui se trouvaient au meilleur poste. La santé, c'est quand même le meilleur poste sentinelle pour voir ce qui se passe dans la vie des gens. Et lui, il avait des signaux qui ne pouvaient pas prêter à confusion et on ne l'a pas entendu. Et moi, tous les matins, je rentrais à l'hôpital. Bon, dans un hôpital, il y a des morts, donc on les met à la morgue. Il y avait une morgue et il y avait 2-3 cadavres chaque matin. Mais quand les troubles ont commencé,
avant la déclaration du génocide massif, il y avait, dans une pièce comme celle-ci, entre 100 et 200 cadavres, baignant dans des flaques de sang, de liquide céphalorachidien, d'urine, de tout, et morts, quoi. Et là, j'étais envoyé pour repérer un ou deux que la police recherchait, etc. Bon, mission impossible. Hein. Le lendemain, rebelote, hein, et ça ne puait pas plus que la veille. Donc c'était des nouveaux. Et ça a duré comme ça pendant des mois. J'ai été à l'ambassade, j'ai obtenu un rendez-vous au second de l'ambassadeur. Ouais. Et je lui ai dit, il se passe quand même quelque chose. Ouais, entre 100 et 200 morts, tous plaies par balle ou fracassés à coups de pierre, etc. Enfin bon. À l'arme blanche aussi? À l'arme blanche aussi, bien entendu. Et c'est ceux qu'on avait ramassés sur les routes, hein, parce qu'il y en avait qu'on avait balancés dans le fleuve. Hein, dans la Kigali. Le Nyabarongo, hein, à Kigali. Et ce type m'a dit, mais non, vous faites des idées, docteur, il ne se passe rien ici. Tout est calme, tout va bien. Hutu, Tutsi, connaît pas. Voilà. J'ai même soigné Monseigneur Pérodin. Il avait 50 ans qu'il était au Rwanda. Hein. Et au Rwanda, l'Église catholique, c'est un gouvernement dans le gouvernement. Hein. Et quand je l'ai soigné, il était entre la vie et la mort. Hein. Quand il a commencé à aller mieux, je quand même essayer de lui tirer les verres du nez, quoi, hein, et dire qu'est-ce que vous pensez du pays, qu'est-ce qui se passe. Hein. C'était peut-être 6 mois avant le génocide. Il m'a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? À quoi pensez-vous, docteur? Ben, je dis les Hutus et les Tutsis. Hein? Les Hutus et les Tutsis. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Il n'y a jamais eu de problème. La thèse officielle. Oui. Sur son lit qui pouvait être son lit de mort. C'est pour ça que je me suis dit, il va comparaître. Donc il ne va pas me mentir, quoi. Hein. Si. Et quand il a fait son rapport, il y avait ce déni de partout. Ce déni, il a été longtemps l'apanage du Rwanda. Hein. Les coopérants n'y croyaient pas. Notre beau paradis, là, ça devient... non, c'est pas possible. Les Rwandais ne veulent pas en parler. Et ceux qui en parlent le parlent vraiment en murmurant, etc. Donc on a affaire quand même à psychologiquement au refus d'avoir quelque part pour les coopérants d'être présent et de cautionner les choses. Si vous lisez le bouquin de Dallaire, le général Dallaire, etc., tous ces gens avaient reçu des signaux, mais personne, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ne voulait les voir ou en entendre parler. Notre effarement est à son comble. La route est par endroits jonchée de cadavres en décomposition. Aux abords de la piste comme sur la piste même, je n'ai pas d'autre choix que de rouler sur certains corps pour passer. Les os se fracassent sous nos roues. Je suis bouleversé. Ces sons-là, je les entends encore au moment d'écrire ces lignes. L'armée, quand la guerre véritable a commencé, quand les Ougandais, les réfugiés d'Ouganda sont arrivés en octobre 90. En 1er octobre 90. Oui, en 90, oui. Avant le génocide, c'est eux, Mobutu a envoyé sa garde présidentielle, qui a fait le gros boulot, qui a arrêté l'invasion ougandaise. Donc j'ai eu une quantité
Bon, moi j'étais dans l'hôpital civil. Il y avait un hôpital militaire qui était aussi dirigé par un chirurgien belge, mais lui ne traitait que les membres. Donc, toutes les grosses merdes, hein, les plaies cérébrales, thoraciques, abdominales, enfin tout ce qui peut coûter la vie, transféré à l'hôpital civil de Kigali. Et donc un jour, je reçois 2 militaires, 2 officiers zaïrois, blessés au thorax. L'un descend de la Jeep et meurt sur le gazon, arrêt cardiaque, bon. L'autre, on parvient, après 2-3 minutes, à le mettre sur la salle d'opération, sur le billard. Il fait un arrêt cardiaque. L'anesthésiste essaie de masser, etc. Je dis, arrête, je vais faire un massage interne. Donc je l'ouvre du haut en bas et j'essaie de masser le cœur et tout. Il n'y avait plus rien de bon dans ce thorax. Il était mort, quoi. Hein, bon. Et le lendemain, il y avait la sœur Marie-Michel qui tenait le pavillon dit clinique de l'hôpital, qui m'a téléphoné, qui m'a dit ne venez pas à l'hôpital ce matin parce que les Zaïrois veulent vous tuer. Tout ça s'était passé vers minuit quoi. Hein. Je ne me souvenais même plus de ça. Hein, bon. Et je dis pourquoi? Ah ben vous avez eu 2 morts cette nuit. Donc ils vous accusent de ne pas les avoir bien soignés. Bon, avec les Zaïrois, on ne sait jamais sur quel pied on danse, évidemment. Donc je dis, ok, je vais à l'ambassade de Belgique. Et je vois l'attaché militaire de l'ambassade de Belgique. Et je lui dis, voilà ce qui se passe, je ne peux pas aller à l'hôpital, les Zaïrois veulent me fusiller. Ah, ça, c'est un problème zaïrois, me répond-il. Je dis, écoutez, cher colonel, je suis belge, donc c'est un problème zaïro-belge ou belgo-zaïrois, c'est comme vous voulez, mais enfin, bon, hein. Non, c'est un problème zaïrois, on ne se mêle pas des affaires du Zaïre ici au Rwanda. Point. Heureusement, je m'entendais bien avec le ministre de la Santé publique rwandais, Ildefonse Moussafili, il s'appelait. Je vais à l'ambassade, je demande à le voir, heureusement il était là, il me reçoit tout de suite, je lui explique le problème. Et il me dit, écoutez, bon, on va renvoyer tous les blessés zaïrois à l'hôpital militaire. Et plus un blessé zaïrois ne rentrera dans l'hôpital. Vous prenez votre week-end, vous restez chez vous, etc. Et il n'y aura plus un zaïrois dans l'hôpital civil. C'est ce qu'il a fait, et j'ai continué mon boulot. Jacques m'a caché lors de ce que j'appelle appeler la répétition générale du génocide. En octobre 90, ils ont essayé de faire le génocide, mais ils n'ont pas réussi. Donc c'était une sorte de répétition générale. Et nous, on a été pris dans ces filets, on a été arrêtés, détenus. Donc au moment où le FPR attaque au 30 octobre 90, nous on est mis en prison. Soi-disant qu'on est la 5e colonne qui vient aider le Front patriotique à prendre le pouvoir au Rwanda. Donc on a vécu vraiment quelque chose de très difficile. Et pendant plusieurs mois, beaucoup de gens n'en ont pas échappé. Et ce qu'on a vu, c'est surtout les gens qui nous détenaient. Il y avait un sens d'impunité. Donc il y a des gens qui sont morts devant nous. Et à partir de là, il y a un continuum qui amène jusqu'au génocide. Et puis quand je sors de prison, moi j'ai compris que j'ai échappé à quelque chose qui ressemblait vachement à Auschwitz et camps de concentration, etc. Et on veut me réarrêter. Et donc des amis commencent à me cacher, dont Jacques. Et Jacques Poncin m'a caché pendant plusieurs mois chez lui. On compte les distances parcourues sans voir un corps. On parcourt rarement 1 kilomètre entier sans repérer un cadavre.
Déjà, on ne s'y attarde plus. C'est fou ce qu'on s'habitue vite. On ne prête plus vraiment attention au visage des cadavres comme pour les premiers. On est déjà passé à la réaction suivante. Dénombrer les corps. Et donc, si vous voulez, octobre 90, je vais en tôle. J'en sors. Quelques mois plus tard, Jacques me cache avec d'autres. Et puis, juillet 91, je quitte pour venir en Belgique. Et donc, je viens habiter chez Jacques. Et puis, quand c'est arrivé, il est resté. Il n'a pas voulu partir. Il est parti qu'au moment où c'était intenable pour tout le monde. Je crois même qu'on a donné l'ordre de dégager. Lui, il ne voulait pas. Et vous dites que vous êtes parti en 94, c'est au moment du génocide? Au moment du génocide, j'ai fait une dernière intervention à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a été conduit par les paracommandos français à l'hôpital. Ça va être catastrophique. Et on pouvait revenir le soir. Les militaires nous ramenaient le soir. Moi, j'ai dit non, moi je reste la nuit ici. Pas la peine que j'ai travaillé, tant que j'ai du matériel, etc. Donc j'ai passé toute la nuit, j'ai opéré En fait, j'ai opéré plus de 24 heures d'un coup, sans interruption aucune, avec 3 infirmières et un anesthésiste. Mais on ne sait faire qu'un patient à la fois, évidemment. Il y avait devant la salle d'opération, il y avait une file de 300 individus qui tenaient encore debout. Les autres étaient par terre, couchés, en train de mourir, etc. Et tout. Au bout de, je dirais, ces 30 heures de travail, on n'avait plus un instrument propre, on n'avait plus une compresse, on n'avait plus un Baxter, on n'avait plus rien, et on n'était plus un vêtement propre, enfin bon, rien. Et à ce moment-là, Médecins sans frontières a débarqué et est venu nous relayer. Mais le Médecins sans frontières qui a débarqué a dit ici, c'est pas un hôpital de campagne qu'il faut, c'est 10 hôpitaux de campagne. Parce que il y avait un tas de cadavres près de la morgue, une pyramide de cadavres, des centaines de gens. Moi, je ne savais même plus comment je m'appelais, tellement j'étais fatigué. Les infirmières, l'anesthésiste, idem. Et puis, plus de matériel. Donc, Dans la question du Rwanda, le génocide est un détonateur qui permet d'arriver vers le Kivu, vers les zones, les richesses qu'on veut exploiter dans cette zone-là. Mais au moment où le génocide se passe, au moment où moi je suis mis en prison, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Ce n'est que le temps et le recul qui nous permet de donner une dimension analytique qui nous permet d'arriver à quelque chose qui fasse sens. Parce que je pense qu'entre les années 90 jusqu'au moment où Jacques Consin se rend compte qu'il se passe des choses, lui, il constate. Mais on n'arrive pas à voir la carte contextuelle qui encadre un peu cette violence qui pour nous était inexplicable. Même pour les Rwandais, on ne comprenait pas ce qui se passait. Jacques a vécu quelque chose de très dur. Je crois qu'il ne s'en est toujours pas remis, à mon avis, de cette histoire-là. Expliquez un peu la soudure à l'arc, comment ça marche. La soudure à l'arc, il y a un négatif et un positif. De plan, enfin de... Oui, on met la masse, c'est le négatif, on met sur la pièce. Une grosse pince. Une grosse pince. De l'autre côté, on met une baguette et on approche. Il ne faut pas toucher, autrement ça colle. Mais à 1 mm ou 2 mm, il y a un arc électrique qui se forme entre le positif et le négatif, Oui. et qui est à plus de 1200 degrés. Donc qui fond les deux pièces. Mais comme j'étais chirurgien, je travaille beaucoup avec des anciennes pinces de chirurgie.
Donc je ne tiens jamais la pièce, sauf si elle est trop lourde, évidemment. Les petites pièces, je les mets au bout d'une pince. Mais vous avez des gants aussi, parce qu'il y a une communication de chaleur. Non, non, les gants, je ne mets jamais. Ça me gêne. Mais la pince ne chauffe pas, quoi. Sauf si j'insiste beaucoup. Mais une fois que la pièce colle, ne fût-ce qu'un tout petit peu, j'enlève la pince et je continue, quoi. Oui, mais sans des brûlures. Oui, j'ai déjà eu des pantalons qui ont pris feu parce qu'il y avait eu une goutte d'essence dessus. Et comment s'est emboîté l'art dans cette carrière? Vers 14 ans, j'ai commencé à jouer avec de la terre glaise. J'ai fait des petites statues, des modelages en terre glaise. Jusqu'à 18, ça m'a intéressé. Donc ça, c'est une œuvre que j'ai faite en céramique. Entre 15 et 18 ans. Et un peu à l'UNIF aussi, j'ai continué à faire ce genre de céramique avec un copain qui a créé l'archéocide d'Opchi. Ça, c'est une autre inspiration, je crois, d'une tribu iranienne, mais antique, quoi. Un genre de zébu. Et donc, je cuisais mes pièces à moi dans son four. Enfin, on était très copains, quoi, malgré les 10 ans de différence. Mais j'avais toujours dans l'idée le métal. Et j'ai fait un atelier ici, parce qu'à la cave, c'était plus possible. Puis finalement, c'était devenu vraiment trop petit, quoi. Alors j'ai cherché dans Vlan, et dans Vlan, ici, Vlan bruxellois, j'ai trouvé un atelier à Élouge, donc à côté de Dour. 600 mètres carrés sur 2 niveaux, quoi. J'ai téléphoné au bonhomme qui était propriétaire, qui avait mis l'annonce. Il me dit « Ah, j'en ai marre de ce truc, le premier cornichon qui me donne 30... » Il s'était mis 50 000 euros. Hein. Le premier cornichon qui me donne 30 000 euros, c'est bon. J'ai dit « Le premier cornichon, c'est moi. » Il y avait déjà dans sa maison des œuvres d'art. Et si je ne me trompe pas, dans son jardin, il me semble qu'il y avait quelque chose. Et donc, moi, je découvre, moi je suis musicien, donc je découvre qu'en fait le Muganga, c'est aussi un artiste, quoi. Il s'exprime avec du métal, mais pour moi c'est pareil, c'est de la musique en métal. Et on discute, il me montre ses photos, et puis on parle de Giger, on parle de Druyet, parce que moi je suis un fou de BD, et donc je me rends compte que je dis mais ça ressemble, oui mais tu sais Giger, et puis on a des discussions sur le fantastique, la science-fiction, Ah oui, au début, un de mes auteurs favoris, c'était Lovecraft. Ah oui. Je mélangeais Lovecraft et Dick, et beaucoup de science-fiction. Je ne sais pas dessiner, parce que je n'ai pas le sens, et j'ai jamais... Bon. Et donc je fais tout au fur et à mesure, quoi, sans plan. J'ai un plan dans la tête, quoi, mais c'est tout. Et est-ce que la pièce finie est très proche
de ce que vous aviez imaginé, ou bien elle évolue au fur et à mesure des pièces que vous trouvez? Je trouve une pièce intéressante et je dis je vais mettre un personnage dedans. Le personnage peut changer, mais la pièce centrale reste comme je l'ai trouvé. Ou bien je coupe un morceau, c'est un morceau. Enfin, bon. J'ai un truc, quand je vois une pièce intéressante, clac, j'ai un genre de flash et je dis là-dedans, je vais mettre quelque chose qui va ressembler, ou bien à un personnage, ou bien deux personnages, ça dépend. Donc, je fais ce que j'appelle des monstres. Au début, je faisais des monstres seuls, et puis j'ai trouvé des pièces, je vais me fournir chez des gros casseurs, un mitraille industriel. Et donc j'ai trouvé des pièces, des découpes très intéressantes, et je me suis dit, ça, je vais intégrer un personnage dans cette découpe. Dès qu'il voit un morceau de métal, il est en train de penser qu'est-ce qu'il pourrait en faire. Et peut-être cette hypersensibilité, elle est difficile à vivre pour lui. Moi, j'ai l'impression que la sculpture lui permet de canaliser un peu tout ça. Qu'est-ce que je peux dire? Cette créativité, je pense qu'elle va en lien avec cette hypersensibilité. Je le sens, je vois presque, par exemple, c'est quelqu'un qui a créé son propre langage. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, qu'il a un langage qu'on appelle le rictusien. Et c'est vraiment quelque chose c'est quelqu'un de très carré, Jacques. Et donc, sa fille, il n'y a que ses filles qui comprennent quand il parle comme ça. Et c'est très spécial, c'est vraiment science-fiction. Moi, quand on parlait science-fiction, c'était la blague qu'on avait entre nous, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a un monde imaginaire que moi, je pense que j'ai à peine effleuré, pourtant je le connais. Mais ceux qui sont ses contemporains, ont probablement vu un Jacques vraiment très créatif. Et la seule chose qui nous reste, ce sont ses sculptures. Mais vos pièces sont épaisses le plus souvent. Épaisses. Et pour plier ça, il faut chauffer terriblement. Je chauffe au chalumeau. Au début, les premières pièces, j'ai fait quand même des pièces au début de 1m90. J'ai vite compris que ma colonne vertébrale disait là là. J'avais vu il y a très longtemps. Vous m'avez dit que c'était un autre nom, mais c'est une sorte de dragon. À une époque, quand la vie était encore opulente, il avait un espace, il pouvait faire des trucs énormes. Et puis petit à petit, il a commencé à faire des trucs de plus en plus petits parce qu'il n'a plus la place. Donc je ne sais pas s'il fait encore des grandes choses dans son atelier des Louges, mais moi je l'ai vu faire des pièces énormes. Mais vraiment des trucs qui me faisaient rêver. Il m'est arrivé de faire de la musique et de regarder des trucs et puis de ressentir des choses qui inspiraient notre musique à Inono. On a fait des morceaux avec des copains qui s'appelaient Muganga. Et puis je me rends compte qu'en fait, lui, il sculpte, mais il y a le fait que c'est un médecin qui l'ouvre tous les jours des corps. Il a une connaissance intime de comment tout ça s'est lié, comment tout ça s'est... comment je peux appeler ça? Tout ça s'articule. Je veux dire, moi j'avais l'impression qu'en fait, c'était la frontière entre le chirurgien sculpteur et le sculpteur, c'est quelque chose de très, comment je peux dire ça? Je sais pas où commence l'un et où finit l'autre, quoi, en fait. Et en plus, en chirurgie, ce que je préférais, comme j'ai fait de tout, mais c'était plutôt ce qu'on appelle en chirurgie le mou, viscéral, quoi. Thorax, ventre, enfin le mou, comme on dit en jargon chirurgical. Et en sculpture, c'est le dur. Là, je peux taper tant que je veux. Tout à l'heure, vous avez dit, avec une jolie formule, que vous êtes passé de démontage des jouets à la médecine. Oui. Mais bon, il faut... Et après, vous avez dit que vous êtes misanthrope. Oui. Bon, comment cette transition s'est faite La misanthropie, c'est comme ça. Mais je ne vais jamais faire de mal à
qui que ce soit. J'avais fait une série, 7 comme ça, et que j'avais exposé dans un jardin aussi, en spirale, sur des socles de hauteur différents. Et j'avais appelé ça, selon Jules César, Veni, Vidi et Vicky, c'était pas ça, mais ma mère a su trouver le truc, mais j'ai oublié. C'est Ivy, je crois. Je suis parti, quoi. Je suis venu, j'ai vu, et je suis parti en faisant un doigt d'honneur. Parce que je suis profondément misanthrope. Vos expériences en médecine ne vous ont pas aidé? Non plus, et les situations actuelles, non plus. Ben, moi, je sais pas, parce que si on regarde aujourd'hui ce qui se passe maintenant, Jacques a raison. C'est pour ça que je dois lui concéder que pour le moment, il gagne le match 5-0, là. Et il ricane dans son coin et dit « Je te l'avais dit, gnac, gnac, gnac ». Ça, c'est du Jacques typique, tu vois. Et donc, moi, je dois vraiment chercher les arguments pour montrer que, effectivement, on est dans une impasse. Probablement, les gens sont dans une hyper-division autour d'idéologie, autour des religions, autour simplement le fait de celui qui a, de celui qui n'a pas. Et ramener de la cohésion sociale, ramener du vivre ensemble, ramener... ça demande encore un nouveau niveau d'inventivité, de créativité. L'être humain, pour moi, c'est un pithécanthrope, hein. On a évolué énormément en technologie, en tout ce qu'on veut, dans tous les domaines, mais sur le plan intellectuel, on est encore prêt à planter une hache dans le crâne de son voisin ou de sa femme, hein. Et ça se passe tous les jours, je suppose. Au point de vue tolérance, notamment maintenant, tolérance religieuse, n'en parlons pas, mais les Grecs et les Romains étaient 10 fois supérieurs à nous, ils acceptaient tout. Qu'on ait un Dieu en plus, un Dieu en moins, on s'en tape, du moment qu'on a des sous. Maintenant, c'est plus comme ça. Et voilà ce que je pense de l'espèce humaine. On est dans une régression sociale totale. Le débat, lui, il est persuadé que ça sert à rien parce que le mal, la capacité à faire du mal surpasse la capacité à faire du bien. Et pour le moment, comme je dis, avec l'élection de Trump et tout ça, lui, il gagne le match. Moi, je peux que juste le contenir, le garder dans les cordes, le garder à distance. Il ne faut pas que ça dure trop, sinon on va vraiment gagner le match. Mais il fallait être philanthrope pour commencer la médecine. Surtout avec toutes les de bénévolat dont vous avez parlé. C'est différent, c'est aider quelqu'un. Mais on dit souvent c'est une vocation, mais je ne crois pas. Je voulais faire ça pour savoir comment ça fonctionnait. Mais bon, j'aurais soigné même, enfin là peut-être que je vais un peu loin, mon pire ennemi peut-être pas, mais et quoique. Parce que quand on fait, notamment la chirurgie, on a un adversaire en face de soi qui ne triche jamais. C'est la mort. Et donc, le chirurgien, qui est vraiment qui ne fait pas ça pour gagner du pognon, etc., il sait qu'il doit combattre la mort. Une question d'honneur. Si le mec meurt, bon, je ne vais pas m'effondrer en pleurant, hein, mais j'ai perdu. C'est ça qui en tout cas, moi, me motivait.
j'ai opéré des gens qui arrivaient après 4 heures, qu'est-ce que je dis, 48 heures ou 3 jours de marche de la brousse avec une péritonite. Au bout de 48 heures, une péritonite, c'est la mort à 100%. Eh bien, je les opérais quand même. Parce que je me disais peut-être que cette fois-ci, il va s'en sortir. Il s'en sortait pas, évidemment. Mais c'est un défi. Ça, je vais le faire. Et c'est moi qui vais gagner. Et il y a 1 an ou 6 mois, Hussein Cheli qui est revenu en Belgique pour publier son livre, etc. Et j'ai rencontré des gens que j'avais soignés, adolescents, et qui m'ont reconnu en disant ça. Docteur Jack. Voilà. Chapeau. Franchement, c'est super. Avant, j'étais chirurgien, mais là, j'avais